Scaler un monolithe, c'est un peu comme jouer à Tetris niveau 99. Au début, les pièces s'assemblent et s'emboîtent nickel, tout est fluide. Puis, les blocs arrivent de plus en plus vite, les lignes s'accumulent, et soudain, tu dois gérer 150 joueurs qui posent leurs briques en même temps sur la même grille. Mais alors, comment garder une architecture lisible quand tout le monde veut placer sa pièce ? Est-ce qu'un monolithe peut vraiment encaisser la vitesse sans exploser ? Et surtout, est-ce qu'on peut finir par gagner, ou est-ce que c'est juste toujours le jeu qui gagne ? Pour répondre à ces questions de ligne, je ne reçois pas Alexei Pajitnov, mais il s'y connaît en puzzle logiciel. Quentin, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Quentin, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Moi je m'appelle Quentin Demez, j'ai 35 ans, je suis cofondateur et CTO chez Pennylane. Ok. Donc tu étais déjà venu sur le podcast il y a quelques années pour nous parler effectivement un petit peu de Pennylane. Et donc depuis les choses ont un peu changé, notamment pour Pennylane qui a pris une ampleur quand même assez colossale. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on fait évoluer une telle architecture ? Et notamment j'avais découvert que vous étiez sur un monolithe à l'époque. Et est-ce que vous êtes encore et toujours sur ce fameux monolithe ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de cette croissance qu'a connue Pennylane pour qu'on voit un peu l'évolution d'échelle et qu'on puisse après creuser comment est-ce que tu fais pour faire évoluer un monolithe dans ces conditions ? Alors, donc nous, Pennylane, la première ligne de code, elle date d'il y a 6 ans à peu près. J'étais tout seul, le seul CTO sans équipe. Ouais. En 6 ans, on accompagne aujourd'hui pas très loin de 500 000 entreprises sur notre logiciel. Et j'ai un peu perdu le compte de la taille de l'équipe de développeurs, mais je dirais qu'on est aux alentours de 250. Là, l'année 2025, c'est une année où on grandit assez vite. Et la promo de septembre, c'est toujours une grosse promo. Les gens qui repoussent le démarrage de leur nouveau job jusqu'à après l'été. On a aujourd'hui 28 nouveaux ingénieurs qui commencent dans l'équipe. Ok. Parce qu'on est effectivement le lundi 8 septembre. Voilà. Donc tu as 25 personnes qui arrivent le même jour pour commencer. Au niveau de la boîte, c'est plus que ça, mais Ouais. dans mon département, oui, c'est ça. Donc c'est ne serait-ce que 10% de l'équipe qui y arrive quasiment le même jour, quoi. C'est ça. C'est un onboarding un peu conséquent quand même à gérer. Absolument. Ok. Donc effectivement 250 ingénieurs, j'imagine répartis sur plein de technos différents, plein de métiers différents. Pas du tout. Alors, on a le département tech qui est quand même divisé en deux. On a vraiment de la stack data d'une part et la stack, le reste, le web d'autre part. Et là, c'est essentiellement, ou même à 99%, du Ruby on Rails, du React, et on fait du mobile, donc on fait du React Native. Ok. Donc exclusivement Ruby React. Au final, c'est finalement très, très léger comme stack. Et côté data, parce que ça, j'imagine Côté que ça a data, dû pas c'est mal du changer. Python. Ouais. Il n'y a pas de front-end. Des technos Amazon, et puis voilà. Est-ce que les équipes en interne poussent pour passer sur du micro ou du macro-service ? Est-ce qu'il y a une volonté de changer ou le monolithe est bien vécu en interne ? Le monolithe est bien vécu, c'est pas pour autant que certains ne posent pas la question. On affiche une volonté forte de conserver et d'investir dans ce monolithe. Donc c'est souvent d'ailleurs les nouveaux qui disent « mais pourquoi vous ne faites pas du microservice ?» Et une fois qu'on leur a expliqué, ils constatent que ça fonctionne et la question ne revient pas tellement. Ok. Et c'est vraiment un vrai monolithe, c'est-à-dire que c'est carrément un seul repo pour tout le monde ? C'est un seul repo pour l'application web. On a un Ok. repo spécifique pour l'application mobile, mais c'est un seul repo pour l'application web en Ruby on Rails avec des centaines de modèles, des centaines de contrôleurs, des milliers ou dizaines de milliers de fichiers sur lesquels tous les développeurs qui bossent sur l'application web contribuent à cet unique endroit.
Ok. Tu me disais effectivement en préparation, c'est 35 000 fichiers Voilà. sur la codebase qui est effectivement colossale, quoi. Voilà. Mais pour donner un peu de contexte, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. Et la première boîte que j'ai montée il y a longtemps maintenant a été rachetée par Booking.com en 2015. Quand on a rejoint Booking.com, il y avait à peu près 1000 ingénieurs et qui travaillaient sur un monolithe Perl depuis 20 ans. Et quand on voit le succès de Booking.com, on peut uniquement se dire que ça a l'air de marcher. Ouais. Donc on vient de ce contexte-là. Ouais, après, le service peut fonctionner, mais peut-être qu'il y a une certaine latence, une lenteur en tout cas pour délivrer de la feature, parce que peut-être que tu as une codebase qui est un peu vieillissante ou compliquée à faire évoluer. Alors c'est hyper intéressant, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Dans le fond, je pense que quel que soit le paradigme que l'on a choisi, au-delà d'une certaine taille d'équipe, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout seul, sans entretien, sans investissement. Et donc, quel que soit le paradigme, microservice ou monolithe, il faut dédier du temps pour être capable de continuer à sortir des fonctionnalités rapidement. Ouais. Dans le fond, je ne peux pas dire que le monolithe il est meilleur que le microservice. Le monolithe, c'est celui que je connais. Je sais quelles sont ses forces et ses faiblesses, et je sais ce qu'il faut mettre en place pour gérer ses faiblesses. Du coup, c'est ça que j'ai choisi. Il y a des gens qui sont des magiciens du microservice et qui ont des boîtes en microservice qui fonctionnent hyper bien. Il y en a d'autres qui se tôlent, et c'est la même chose. C'est une situation assez symétrique. Il se trouve que moi, je connais le monolithe. Donc, c'est pas là-dessus que j'avais envie de prendre des risques en changeant mon paradigme. J'ai d'autres sujets sur lesquels je voulais prendre des risques, typiquement le business model. Et donc, prendre des risques là où il y a de la récompense au bout, c'est la bonne stratégie à mon sens. Ok. Mais alors, j'entends que le monolithe, c'est le modèle que tu connais, et du coup, c'est ta zone de confort, on peut dire d'une certaine manière. Mais j'imagine qu'avec 250 personnes dans ton équipe, tu codes plus beaucoup. À mon avis, tu bouges pas beaucoup de code en prod tous les jours. Tu vois, donc tu aurais pu laisser cette décision à ton équipe, et tu aurais pu avoir une équipe qui décide de... Donc, tu vois, est-ce que c'est toi qui, quand même, insuffle cette volonté de continuer sur du monolithe, et si oui, c'est quoi pour toi les avantages principaux du monolithe? Alors déjà, je suis assez hands-on comme CTO. Okay. C'est quelque chose qui me drive beaucoup, dans lequel je trouve beaucoup de satisfaction personnelle, et je trouve que c'est à la fois une composante essentielle de mon leadership, et ça me permet d'être au contact des ingénieurs terrain qui shippent des features tous les jours. Donc je passe encore une bonne partie de mon code les mains dedans, et sur le monolithe, je ship à peu près un commit par jour en prod. Okay. Donc je reste assez actif, et c'est ça qui me permet de voir aussi est-ce que ça fonctionne de manière satisfaisante, est-ce qu'on a des problèmes à résoudre sur lesquels il faut qu'on staffe du monde pour comme on dirait les Américains, engineer the shit out of it. Et c'est pas parce qu'on a un monolithe qu'on peut pas être organisé de manière intelligente pour que ça fonctionne. C'était quoi la deuxième partie de ta question ? C'est quoi pour toi les avantages du monolithe qui fait que tu continues à promouvoir cette solution ? Ceux que je peux citer en premier, c'est la cohérence du style. C'est-à-dire qu'on met les outils, on met les outils en place une fois pour toutes, et ils s'appliquent à tout le monolithe, les linters, les règles dans l'IDE, la suite de CI, etc. Tout ça, tout le monde a le même référentiel, et ça rend le fait de changer d'équipe ou changer de scope produit hyper simple, parce qu'on ne change pas les outils du quotidien, on change juste à peu près schématiquement dans quel dossier on travaille. Et deuxièmement, c'est au moment de la mise en prod, on n'a pas besoin d'orchestrer N différents services à mettre en prod, A avant B, avant C, avant D, bah zut, je dois revert Z, du coup il faut que je refasse toute la chaîne de revert dans l'autre sens. Je mets en prod une image Docker, on n'en parle plus. Ok. Mais du coup, sur les sujets d'intégration, quand tu as 250 personnes qui bossent sur le même environnement, comment tu coordonnes, ne serait-ce que effectivement, tu as toute ton intégration pour t'assurer que tes tests fonctionnent bien et que tu ne sois pas parasité par ce que chacun peut pusher à différents instants? On utilise le Gitflow classique où chacun ouvre sa pull request sur GitHub, et quand les tests sont verts et il y a les approvals nécessaires, peut merger sur master. Et donc le fait que la suite de tests soit verte nous donne la confiance sur le fait qu'on peut ship en production, et on a de la continuous delivery qui met en prod toutes les 15 minutes toute la journée. D'accord, tu pushes en prod toutes les 15 minutes ? Ouais. C'est énorme comme système. Alors oui et non, mais une autre manière de voir les choses, c'est si on met en prod toutes les semaines, en fait on met 1000 commits en prod,
Alors là, le risque, il est démesuré. Quand je mets en prod toutes les 15 minutes, en fait, quand j'ai un problème, je regarde le div des 15 dernières minutes, il y a 10 commits, et c'est très facile de trouver exactement quel était le problème, de reverter, et 15 minutes plus tard, c'est résolu. Alors que si je mets en prod le lundi matin, voilà, c'est une énorme prise de risque à chaque fois. Je préfère étaler ce risque tout au long de la semaine et fournir un service qui est up et fonctionnel sur tout le périmètre produit à mes clients à 99%. C'est jamais les mêmes 99%. C'est un équilibre, c'est une stabilité dynamique, je dirais, mais du coup, on arrive à mettre en prod les yeux fermés. Ouais. Est-ce que tu penses que ce choix du monolithe t'oblige à une certaine organisation d'équipe, ou au final, tu as fait des choix d'organisation d'équipe qui sont décorrélés de cette organisation du code? J'ai pas l'impression qu'on ait fait des choix d'organisation d'équipe particuliers. On a des feature teams avec un PM, un manager et à la louche 5 ingénieurs et un designer. Ils bossent sur leur périmètre. Il y a certaines parties de leur code qui leur sont très propres, certaines où ils ont besoin de se brancher ou s'interfacer avec d'autres équipes, d'autres fonctionnalités développées par d'autres gens. Et donc là, il faut avoir les bonnes API en interne. C'est pas des API HTTP, c'est des API, des appels de fonction. Et ça tourne. Ok. Il y a quand même du coup aussi un... Enfin, tu vois, tu nous parlais tout à l'heure de cette cohérence. Est-ce que tu as une équipe d'hyper experts qui vont justement s'assurer que la cohérence est maintenue entre chacun, entre chaque... Parce que j'imagine qu'il y a quand même des pratiques de dev assez clean qui font que vous avez peut-être différents modules ou GM, je ne sais à pas peu comment près, ça. Oui, grosso modo, mais c'est un work in progress. Ok. Et donc vous avez une équipe qui supervise tout ça au quotidien, qui diffuse des bonnes pratiques? Non, c'est une responsabilité qui est distribuée. Sur les 250 ingénieurs. Sur les 250 ingénieurs, alors c'est pareil, ça c'est work in progress, ça fonctionne jusqu'à ce que ça fonctionne moins. Mais par exemple, sur les pratiques de code, on a on appelle ça des fellowships qui se manifestent. On peut rejoindre une fellowship à tout moment et sortir d'une fellowship à tout moment. Et il y a la fellowship qui réfléchit comment est-ce qu'on écrit, dans le jargon Ruby, des factories pour les tests. C'est quoi un peu les guidelines pour ça? Mettre à jour la documentation pour expliquer aux gens comment il faut faire. Mettre à jour des règles automatiques de linter. Et puis demain, ce sera des prompts pour l'IA pour faire la review automatiquement. Pour expliquer aux gens, c'est ça notre nouveau standard. Et les standards, c'est les choses qui évoluent. Par contre, en fait, quand on a 500 modèles dans notre base de données, on ne peut pas reprendre les 500 factories à chaque fois que quelqu'un trouve une meilleure idée pour le nouveau standard. Donc on est aussi dans une phase où on se dit, l'objectif quand on met en place des best practices, c'est pas de remettre les 2 millions de lignes de code au dernier standard. L'objectif, c'est de s'assurer que tout ce qu'on produit à partir de maintenant, il est conforme à ce nouveau standard. Puis ce qui existe déjà, en fait, ça marche. S'il est là, c'est qu'il marche. Si on va essayer de le mettre au nouveau standard, on va introduire une perturbation, on risque de créer du bug, l'impact utilisateur sans créer de valeur pour le client. Donc on va dépenser du temps, risquer d'introduire des bugs et créer zéro valeur pour l'utilisateur. Donc c'est plutôt, si jamais on va retravailler ce module un jour, là on se posera la question comment est-ce qu'on peut le rapprocher du dernier standard. Mais il se trouve du coup parfois qu'une équipe va travailler dans un bout de code qui a 4 ans, et là il est sur 14 générations de standards de retard, et il y a un peu de travail pour le mettre au bout du jour. Alors du coup, certes, j'entends que tu évites de produire des perturbations, parce que si effectivement tu dois mettre à jour 35 000 fichiers dès que tu changes de standard, effectivement chaque modification te prend un an à peu près de travail. Mais en le faisant comme ça de manière, on va dire, incrémentale, tu prends le risque aussi d'avoir peut-être 8 standards différents présents dans ta codebase. Oui, c'est un peu la malédiction des standards. Ce sur quoi il faut être hyper clair, c'est les mécanismes de transmission de connaissances, notamment aux nouveaux, pour que ce soit très facile de savoir quel est le nouveau standard, quel est le standard qui est à jour, qui est d'actualité, pour s'assurer que le contenu qu'on produit, c'est ça la règle, le contenu qu'on produit doit être au dernier standard. Ok. Enfin, j'imagine aussi qu'avec 250 personnes qui travaillent, donc ils ont chacun on va dire leur zone de code un peu, ou ils ont quand même beaucoup de... tu nous dis que tu es organisé par feature team, c'est ça? Donc oui. Chacun a un peu ses features et son repo, enfin, sa sous-partie du repo? Oui, alors pour faire schématiquement, chacun a ses contrôleurs, chaque équipe a ses contrôleurs.
Les modèles, certains sont utilisés par une seule équipe, certains sont très partagés. Il y a tout le spectre entre les deux. Il y en a qui sont utilisés par 30 équipes, il y en a qui sont utilisés par 2 équipes, il y en a qui n'ont qu'une seule équipe. Tout comme la base de données, elle est partagée par tout le monde aujourd'hui. Donc il y a, dans l'ensemble des fichiers, il y a un spectre et ça ne doit pas être très dur de trouver les statistiques via Git pour savoir lesquels sont très partagés, lesquels ne sont pas du tout partagés. Ok. Et il y a des... parce que ma question m'a échappé en même temps, c'était sur, comment est-ce que, quand une équipe doit, de manière ponctuelle, travailler sur une zone d'une autre équipe, est-ce que du coup, ils passent le ballon à l'autre, ou comme, en fait, tu as une espèce de continuité du code partout, en fait, chacun peut aller mettre le nez partout et toucher ce qu'il a à toucher? Il n'y a pas de règle. Ça dépend un peu de l'ampleur de la tâche, mais en pratique, chacun est capable d'aller mettre son nez et faire des modifications dans le scope de n'importe qui. Il y a un mix de règles avec les code-owners de GitHub, qui, si on vient modifier un fichier clé au sein d'une autre équipe, si cette équipe l'a flagué comme un fichier clé, elle va être pingée pour une code review obligatoire. Donc le pull request ne pourra pas être mergé si cette équipe n'a pas donné son go. Et s'il n'y en a pas de manière obligatoire, c'est quand même une bonne pratique de collaboration d'aller demander son avis à quelqu'un de l'équipe. Hello, j'ai modifié ça, je pense qu'il n'y a pas d'impact, est-ce que tu peux juste me dire go? Parfois la personne va dire go, parfois elle ne va pas répondre parce que elle est sous l'eau ou l'organisation, il y a toujours un peu de petits dysfonctionnements. Parfois elle va dire ah bah non, attention, tu fais ça, mais on a ce projet d'évolution, donc c'est pas ici qu'il faut que tu mettes ta modification, c'est plutôt dans tel nouveau modèle, parce que le modèle que tu es en train de modifier, on est en train de le déprecate et on va le jeter à la poubelle dans 3 mois. Ok. Et comment tu fais aussi pour éviter que plusieurs équipes se retrouvent à faire la même chose dans des contextes plus ou moins différents? Alors, potentiellement de la même façon, certes, mais à des endroits différents. Faire la même chose, normalement, c'est garanti par le fait que les équipes aient des scopes produits différents. Il y a peu d'équipes qui doivent créer des nouveaux outils techniques qui vont servir à tout le monde, parce qu'on a 6 ans, on a une certaine maturité maintenant, donc il y a peu de nouvelles choses à créer d'un point de vue purement outil technique. Et s'il y en a, on les confie plutôt à ce qu'on appelle les fellowships. Ça peut arriver que 2 équipes viennent travailler sur le même modèle. Le modèle, c'est vraiment l'exemple du fichier très partagé. Vont travailler sur le même modèle pour faire quelque chose de similaire en même temps. Mais normalement, ça a été quand même identifié au niveau produit. Donc, au niveau produit, on a une 30aine de squads, donc une 30aine de PM, et l'information circule encore suffisamment bien pour qu'ils ne se marchent pas sur les pieds. Ok, je vois. Sur aussi la montée en puissance de PennyLane, en termes de besoin de ressources, est-ce que ce monolithe a un coût particulier? En fait, comment tu fais progresser juste en termes de hosting ton hébergement? Alors, je ne suis pas sûr que l'hébergement soit coûteux en fonction du nombre de lignes de code. Nous, il est coûteux en fonction du trafic et donc directement en fonction du nombre de clients. Mais qu'on ait 5 devs ou 500 devs sur ce sujet, oui, il y aura plus de lignes de code. Demain, il y en aura 5 millions. Peut-être que le monolithe Rails, une fois qu'il sera démarré, il va consommer un peu plus de RAM pour stocker tous les objets, les contrôleurs, les machins, etc. Mais on n'a pas l'air de constater pour l'instant de corrélation forte. L'utilisation des ressources reste relativement fixe. Okay. C'est vraiment une fonction, nous, du trafic et donc indirectement du nombre de clients. Ok. Et en termes je le dis avec autant de bienveillance que possible, parce que tu as fait le choix du coup du Ruby on Rails, qui était une techno très à la mode à un moment, qu'il est un peu moins maintenant. Ça pourrait aussi être une raison en fait d'essayer de s'orienter vers du microservice, parce que ça permet d'injecter d'autres technos, peut-être plus modernes, sur lesquels c'est plus facile de trouver des ressources. Le choix du Ruby, il est entériné ad vitam aeternam. Il est entériné ad vitam aeternam, on dit jamais ad vitam aeternam. Il y a beaucoup d'exemples de boîtes de Ruby on Rails qui ont bougé un petit bout, typiquement la couche authentification, autorisation, vers un microservice en Go, parce que ça va beaucoup plus vite. Et comme c'est sur le chemin critique d'absolument toutes les requêtes HTTP, c'est intéressant de venir gagner 20 ou 30 millisecondes sur toutes les requêtes HTTP. Mais nous, c'est notre conviction que plus on arrive à rester monolangage, alors s'il y a une très bonne raison d'aller faire, si on changeait de business et qu'on allait faire quelque chose de hyper sensible à la latence, on arrêterait de faire du Ruby on Rails probablement.
Mais dans notre secteur, on fait un produit SaaS relativement classique finalement. C'est quelque chose qui est prouvé avec les GitHub, les Airbnb, etc. C'est quelque chose dont on connaît encore une fois les forces, les faiblesses, on connaît bien l'écosystème, on connaît bien les librairies. Et donc, c'est quelque chose qui pour nous est complètement dérisqué et avec lequel on a les résultats que l'on souhaite. Ouais. Oui, non, puis effectivement, tu as une expertise, tu as une équipe aujourd'hui qui est hyper solide. Donc tu gagnes un temps fou, j'imagine, pour résoudre le moins de problèmes, parce qu'en fait, Exactement. Ils sont déjà dans un périmètre connu. Quoi. Et tout est déjà, tout c'est un grand mot, mais tout est déjà formalisé. Comment est-ce qu'on écrit des tests? Comment est-ce qu'on fait tourner la suite de tests? On a des gens qui savent optimiser la suite de tests pour qu'elle aille plus vite. On a des gens qui savent faire du tracing en local, en prod, pour voir les problèmes de performance. On sait à peu près résoudre tous les problèmes qui vont nous arriver avec ce langage et ce framework. Donc, c'est pas exclu qu'on utilise des nouvelles technos, mais il faut l'utiliser pour les bonnes raisons. Et la raison du recrutement, on n'a pas constaté que c'en était une. On a réussi à grossir jusqu'à 250 devs Ruby on Rails sans trop de soucis sur le recrutement. Quelque chose que... Comment dire? Une observation que je peux partager, c'est on recrute quand même des développeurs front-end uniquement. Donc ils ne font pas de Ruby on Rails, parce qu'on constate que les développeurs full stack, dans la majorité des cas, c'est les gens qui viennent du back-end qui font du front-end. Et à un moment, on a eu besoin de vraiment apporter plus de structure sur le front-end. On était un peu à la ramasse en termes de standards de code, qualité, etc. Et donc, on a décidé de recruter. Et typiquement, dans une équipe, on a à chaque fois un développeur front-end dédié qui fait que du front-end. Okay. Quand on ouvre ces postes sur des job boards, etc., on se reçoit une avalanche de candidatures externes, ce qui n'est pas du tout le cas sur le Ruby on Rails. Mais en fait, finalement, trier toutes les candidatures externes qu'on reçoit et faire passer les entretiens à ne serait-ce que 5% de ces gens, ça nous consomme beaucoup plus de ressources de trouver l'aiguille dans la botte de foin, la perle rare, que d'aller chasser des devs Ruby on Rails expérimentés dans d'autres boîtes de notre écosystème. Et nous, on est à peu près 50% de développeurs en France et 50% dans le reste de l'Union européenne, donc il y a un écosystème quand même relativement vaste. Ok. Et puis, preuve que tu n'es pas fermé de techno, c'est que ton équipe data, elle est plutôt orientée Python. Absolument. Donc, tu as quand même laissé rentrer d'autres techno. C'est pas pur Ruby on Rails pour tout le monde. Parce qu'il y a une très bonne raison. Ouais. C'est là qu'est l'écosystème. Donc, on ne va pas leur demander de faire les bindings Ruby pour toutes les librairies au petit bonheur de la chance. Et on n'arriverait pas à trouver des gens qui savent le faire. Et puis, pour le coup, ça te rajouterait la complexité technique, tous les problèmes qui peuvent venir avec. C'est ça. Dans le fond, les interfaces entre les équipes web et les équipes data sont relativement limitées. Donc, on arrive à s'en sortir. L'interface majeure, c'est que c'est nous, les producteurs de données, et eux qui sont branchés en aval de la base de données. Et ils nous exposent un certain nombre d'endpoints HTTP pour qu'on aille chercher des résultats d'algorithmes de machine learning, des prévisions, des classifications et tout le tralala. Mais autant notre application web, elle doit avoir 3 ou 4 000 endpoints API, autant quand cette application web communique avec les API mises en place par la Stack Data, s'il y a 20 endpoints API côté Python, c'est un maximum. Ouais. Voilà, c'est une toute petite partie de la surface produit émergée, entre guillemets. Ok. Tu évoquais aussi tout à l'heure que un des avantages du monolithe, c'est que tes équipes, tes devs peuvent changer d'équipe de manière assez facile, parce qu'en fait, c'est même un environnement technique, donc il n'y a pas de formation nécessaire. L'avantage de la feature team, c'est que tu as quand même aussi des personnes qui ont une connaissance métier, qui ont une certaine expertise, donc qui vont aussi apporter, pas uniquement leur expertise technique, mais aussi leur jus de cerveau, aussi à créer des features et à la faire évoluer dans le bon sens. Est-ce que ça, c'est pas... Parce que, tu vois, je me dis que quand tu es dans un environnement monolithique, du coup, tu as la même techno pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes règles de code, tout le monde a la même façon de coder. Donc, tu peux plus facilement avoir des gens qui vont s'intéresser au métier et aux problèmes qu'ils essayent de résoudre. Mais ça rend, du coup, aussi leur changement d'équipe plus compliqué parce qu'ils sont très orientés sur un métier. Ces changements d'équipe, ça arrive de manière régulière. Tu as peut-être même, je sais pas, des règles qui disent que tu dois rester un maximum de temps dans une équipe ou... Alors, on ne met pas de maximum de temps. Sur le fond, c'est ce que j'observe sur cette communauté Ruby on Rails, c'est souvent des devs qui sont très portés sur le produit. Et nous, on en est très friands, on fait un produit qui est compliqué. Certes, on a le product manager et le designer qui sont là pour se pencher sur les besoins du marché, l'étude concurrentielle, etc. Mais quand on implémente, on n'est pas juste là pour dépiler du ticket, implémenter ce qui a été spécifié. La spécification est généralement...
pas détaillé dans les moindres détails. Et du coup, c'est aussi à chaque dev de consulter, de réfléchir, de proposer pour avoir quelque chose qui, selon lui, collera le mieux aux besoins du client. Sur le fait de changer d'équipe, il y a un juste milieu. Moi, j'encourage les gens à être mobiles. Je pense que ça apporte beaucoup de travailler avec des managers, des PM sur des scopes produits ou avec des collègues différents. Typiquement, nous, on a vraiment 2 utilisateurs. On a les experts comptables et leurs collaborateurs et les dirigeants. Schématiquement, l'expert comptable et ses collaborateurs, ils sont dans notre logiciel 8 heures par jour. Le dirigeant, il s'en sert 10 minutes 2 fois par jour. Donc, ils ont un besoin très différent. Il y a les power users qui veulent une information dense, un logiciel avec lequel ils sont productifs, avec les raccourcis clavier, etc. Le dirigeant, en fait, on est à la limite du B2C, c'est des petites boîtes, nos clients. Il veut quelque chose qui soit intuitif, quelque chose avec les mêmes fonctionnalités sur son mobile, souvent. Mais le côté hyper productif, c'est pas forcément son critère numéro 1. Et du coup, de se promener et de voir ses besoins différents, on a aussi des équipes qui sont vraiment dans une phase d'exploration et d'autres qui sont vraiment dans une phase de stabilisation. On est capable de proposer de la variété en interne. Je trouve que c'est une de nos richesses. Quand quelqu'un s'ennuie quelque part, on lui dit en fait, va là-bas, il y a des challenges, c'est le Far West, on ouvre un nouveau marché, on fait un nouveau produit, on a besoin de ton expertise. Et au contraire, on a les gens qui construisent de l'expertise métier sur la comptabilité, sur la TVA, hyper profonde, et qui sont tout aussi précieux. Et ces gens-là, il faut les déplacer avec parcimonie. Il faut les déplacer, ça s'anticipe, pour s'assurer qu'avant, ils aient transmis quelque chose à quelqu'un d'autre. La force aussi, c'est qu'ils restent dans les parages. Je préfère quelqu'un qui change d'équipe plutôt que quelqu'un qui démissionne. Quand il change d'équipe, ça crée un vide, et quelqu'un va venir prendre cette place. La nature est horreur du vide. Mais cette personne qui prend cette place aura des questions, et la personne qui vient de libérer la place est encore dans les parages, finalement. Ouais. Comment tu fais pour... Parce que c'est quelque chose que je rencontre en ce moment dans certaines expériences, dans des contextes qui ont du monolithe. C'est que tu peux te retrouver avec quand même du code spaghetti, comme on dit, surtout quand il est ancien. Et toi, tu nous as dit que ça a commencé en 2000, il y a 6 ans, donc c'était, ça commence à dater quand même, mine de rien. Comment tu fais pour t'assurer que justement tu n'as pas une production de code pas forcément anarchique, mais qui peut en tout cas petit à petit accumuler de la dette et que tu vas traîner au fil du temps? Accumuler de la dette, c'est pas une fatalité. La dette, c'est un moyen d'arriver à une fin. Et typiquement, c'est ce que je disais à l'instant, on a des équipes qui sont identifiées et qui ont littéralement une étiquette, une couleur d'équipe, qui sont en phase d'exploration. Et donc là, c'est OK d'accumuler de la dette, parce que si jamais on n'atteint pas le product market fit, on jette tout. Et puis, bon débarras. Et d'autres équipes qui, elles, ont atteint le product market fit, sont dans un endroit hyper clé du business, où elles reçoivent 1 million de page views par jour. Et elles sont plutôt dans un mode où on vient résorber la tech debt, réduire les problèmes de friction de UX pour nos utilisateurs, améliorer les performances, améliorer la stabilité pour tous les types d'entreprises que l'on gère, les petites, les grosses, les moyennes. Donc il y a un moment pour accumuler la tech debt, il y a un moment pour la résoudre, et on ne fait pas une fixette sur le fait de ne pas être endetté. Ok. Voilà. Ça fait partie du jeu, la dette. Ouais. Il faut savoir, c'est un outil comme un autre, il faut le manier avec précaution. Et puis dans le fond, j'ai pas vraiment compris pourquoi avoir un système en microservices permettait d'avoir du code moins vieux ou pas de dette. En fait, c'est surtout sur l'aspect code spaghetti, parce que l'avantage du microservice, c'est qu'en soi, tu as des codebases qui sont plus réduites. Donc, tu as moins de chances d'avoir des choses qui sont pas au bon endroit, des codes qui sont pas suffisamment indépendants, un peu entrelacés. C'est vrai ça, parce que mais tu risques plus de reproduire, tu as plus de chances en microservice de reproduire les trucs à droite et à gauche. Parce que forcément, parfois, des différents microservices ont besoin de faire la même chose, et du coup, ils le recréent. Mais tu vois, comme tu as une codebase qui est plus petite, que tu as moins de gens qui bossent dessus, tu as moins de chances d'avoir des choses qui sont, on va dire mal rangées, quoi. Oui, alors à mon avis, c'est comme tout, il faut une gouvernance sérieuse. Sinon, on risque d'avoir... pour moi, le microservice, on a déplacé des appels de fonction à des appels réseau. Et en fait, si le service A, il appelle B et C, et que B et C, ils appellent chacun X, Y, Z et tout le tralala, on a le spaghetti code, juste on ne le voit pas. Oui. Mais il est là aussi. Et c'est ce que je disais un peu tout au début. Je pense qu'il n'y a pas de système magique parfait. Dans les deux cas, il faut une gouvernance sérieuse, il faut un plan, il faut une stratégie, il faut investir
parce que sinon, si on laisse la nature faire son cours, on arrive dans l'assiette de spaghettis par les deux chemins. Mais tu vois, tu nous parles de gouvernance sérieuse. De ce que je comprends, toi, ton système, en fait, il est plutôt de dire, ta feature, en fait, t'explores, tu testes. Alors, j'imagine que tu laisses pas les gens faire du code dégueulasse pour autant, mais Tout à fait. il y a quand même une volonté d'exploration. Et puis, une fois que tu as atteint ton market fit et que ton truc est stable, tu vas commencer à cleaner. Donc, tu vois, tu as quand même aussi une démarche où tu laisses les gens un peu explorer et tester. De manière contrôlée. Ouais. Mais du coup, c'est quoi cette gouvernance que tu as en place pour ce fameux contrôle, pour que ça respecte, je sais pas, un ensemble de critères qualité définis par je sais pas, une grande instance ou... Ça repose sur les managers, Mhm. et ça repose sur la responsabilité individuelle de chaque dev. Il y a des grandes règles, même quand on est dans la phase d'exploration, il faut quand même écrire des tests. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir des utilisateurs, il faut des tests. Est-ce que le data model doit être parfait? De toute façon, le data model parfait, c'est une cible en mouvement. Mhm. Et donc, en fait, on ne peut pas se permettre de passer 6 mois à réfléchir à quel va être le data model parfait si jamais on atteint la réussite et la scale. C'est plutôt on ship, puis on itère. C'est quelque chose qui est quand même relativement... c'est un ownership qui est distribué, donc ça nous arrive de tomber sur des endroits où on a une mauvaise surprise. Dans une équipe, il y a un binôme qui a fait un peu n'importe quoi, et on leur tape gentiment sur les doigts, et on leur montre, en fait, t'avais pas bien lu la documentation, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, regarde, t'as des problèmes de performance, t'as des problèmes de stabilité, etc. Et les gens sont plutôt intelligents, ils jouent le jeu, ils disent, ok, ça je vais refactorer, je vais utiliser tel composant front-end qui est commun, qui est testé, qui est battle tested, quoi, et sur le back-end, mon design de base de données, j'ai mis 90 colonnes, en fait, je vais faire les choses un peu différemment. Okay. Voilà. Mais on n'a pas de mauvaise surprise, parce que je pense qu'on a assez d'yeux différents qui regardent les différentes contributions de chacun, qui parfois mettent un commentaire, mais qui n'est pas blocking sur la review, qui dit juste, attention, je vois que tu fais un truc un peu de goré, soit tu as le temps et tu t'en occupes maintenant, soit tu t'en occupes plus tard, soit tu dis, je m'en fiche, mais tu prends tes responsabilités. Okay. Voilà. Mais donc, toutes ces... j'imagine que tu as des rôles de lead dev, des rôles un peu seniors qui vont justement comme ça avoir un peu ce rôle de validateur. Tous ces gens-là, en fait, sont chacune dans leur squad et ont aussi un travail de delivery quotidien où tu as des personnes dont c'est le rôle à 100% du temps de s'assurer que tout le monde produit du code comme une seule et même personne. On n'a personne dont c'est le rôle explicite à 100% du temps de faire ce que tu viens de dire. On a dans le plan de carrière des contributeurs individuels un certain nombre de niveaux, junior, confirmé, senior, on a senior 1, senior 2, et staff engineer qui est le dernier niveau aujourd'hui chez nous. Et tous ces gens-là ont des expectations de delivery au sein de leur squad. Et ce qu'on se dit, c'est que plus ils sont hauts, plus ils ont un certain niveau de vélocité. Et donc, plus ils ont du temps à côté pour soit shipper plus, parce que c'est dans une équipe où il y a plus besoin de shipper, soit contribuer dans les fellowships, à aider à définir les guidelines, à les mettre en place, à coacher les gens, à faire des reviews de pull requests, etc., etc. Et du coup, c'est eux qui, s'ils sont arrivés au niveau de senior, l'attente au niveau du comité de promotion, c'est que ce soit des gens proactifs, qui connaissent bien les règles et les derniers standards, et qui soient proactifs pour les faire à peu près respecter, en tout cas pour les faire rentrer dans le crâne de tout le monde. Que les gens les respectent ou non, encore une fois, chacun prend ses responsabilités. Si quelqu'un fait n'importe quoi, clairement, la pull request, elle va se faire refuser. Mais si quelqu'un dit, il y a une bonne raison pour dire, là, on a un projet urgent, il y a un client, on le signe la semaine prochaine, et il faut qu'on ship, en fait, on va se donner les moyens de faire réussir cette chose-là pour le client. Et on va quand même mettre les choses au net derrière. Et là, on a un petit peu de perte en ligne, mais globalement, ça fonctionne. Ok. Question peut-être plutôt anecdotique qu'autre chose, mais donc tu nous parles de ces staff engineers qui vont apporter des guidelines. Toi, en tant que CTO, donc, tu ships encore pas mal de code en production. À quel point est-ce que parfois, toi aussi, tu es rappelé à l'ordre sur ce que tu ships par des staff engineers, ou est-ce que comme tu es le CTO, même si tu fais un truc parfois un peu à côté, ça devient la norme parce que c'est toi le boss au final? C'est une très bonne question. C'est d'ailleurs pour ça que je fais plus de contributions dans des équipes produits. Je fais que des contributions sur des sujets de qualité, performance, etc. Parce que dans l'équipe produit, quand je dis que j'ai une idée, tout le monde la prend comme parole d'évangile, alors que je peux tout à fait raconter n'importe quoi. Donc ça, j'en fais plus.
dans mes contributions du quotidien, ça m'arrive de faire des changements dans le scope de certaines équipes, et c'est même un développeur tout simplement confirmé qui vient faire la review. Et j'adore quand quelqu'un vient me faire un commentaire ou vient recaler ma pull request parce que mon plan de test, il n'a pas géré tel cas. Parce que pour moi, j'ai l'impression d'être plutôt un bon développeur, mais pas toujours d'être un modèle de rigueur sur toutes les choses. Parfois, je suis aussi content de résoudre le problème tout de suite. J'ai quand même plus un ADN de petite start-up que de boîte de 250 devs. C'est quelque chose sur lequel je progresse. Je change parce que je suis dans un environnement plus grand. Mais je suis très attaché à ce sujet de vélocité. Et d'avoir quelqu'un qui me rappelle à l'ordre pour me dire il faut que tu respectes les règles, j'adore parce que ça crée ce climat de responsabilité et de confiance. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi une bonne nouvelle que tu sois pas le meilleur dev de l'équipe ? Encore heureux, oui, bien sûr. Autre sujet, on a aussi un changement drastique qui a lieu dans notre métier en ce moment avec toutes les IA génératives qui chamboulent un peu la manière dont les choses sont faites. Est-ce que le monolithe, dans ce contexte-là, je ne sais pas si vous utilisez ou si tu forces l'usage déjà je sais pas, de cursor ou je ne sais pas ce que vous avez en interne, mais est-ce que ce monolithe, c'est un avantage ou un inconvénient pour les IA génératives ? Donc on recommande à nos devs d'essayer Cursor. Okay. On a encore des gens qui sont sur Emacs, Neovim et tout le tralala, mais il y en a un certain nombre qui sont sur Cursor et qui sont satisfaits. Moi le premier. La difficulté avec un monolithe, c'est le contexte Windows. On n'arrive pas à mettre les 35 000 fichiers dans le contexte Windows de Cursor pour qu'il fasse une suggestion. Ça viendra peut-être un jour, mais on n'y est pas encore. D'un autre côté, dans un contexte de microservice, à partir du moment où le microservice il appelle autre chose, peut-être que cette autre chose devrait aussi être dans le contexte. Du côté microservice, je n'ai pas trop réfléchi parce que comme ce n'est pas mon domaine, je m'en fiche un peu. Donc on voit, à mon avis, comme tout le monde, qu'il y a certaines tâches, certaines choses sur lesquelles les LLM sont très bons, certaines choses sur lesquelles il y a encore un peu de marge de progression. Ouais. Mais tu vois, tu t'évoquais tout à l'heure aussi ces nouveaux standards que vous pouvez t'amener à créer, à mettre en place, et du coup à pas répliquer sur l'historique. Est-ce que du coup des outils comme ça peuvent justement te permettre de faire un déploiement d'un nouveau standard sur tout l'historique de la codebase ? Encore une fois, le sujet, c'est évidemment une question de coût, le fait de remettre la codebase ancienne à un nouveau standard, mais c'est aussi une question de venir perturber. On va introduire plein de changements, et ces changements, on ne sait pas si cette partie-là, si elle a 4 ans, s'il était aussi bien testé que ce qu'on teste aujourd'hui, et tout le tralala. Donc, on pourrait, si on distillait la chose sur un an en faisant 50 fichiers par semaine. Quand j'étais chez Booking.com, eux, ils ont un logiciel de template HTML qu'ils avaient développé en interne, avant qu'il y ait les fonctionnalités mainstream de template HTML. Et ça ne gérait pas correctement le fait d'échapper les balises HTML et tout le tralala. Et du coup, ils avaient un bot qui, toutes les semaines, je crois qu'ils disaient qu'ils avaient 800 000 templates qui n'étaient pas avec la bonne sanitisation, quoi. Et ils avaient toutes les semaines un bot qui allait automatiquement ajouter le fait d'échapper les caractères dans tous les templates. Et du coup, quand tu te promenais sur le site, de temps en temps, tu voyais des balises HTML parce qu'ils avaient échappé 2 fois ou que sais-je. Et il fallait signaler au bon bonhomme pour qu'incrémentalement, on converge. Mais c'était peut-être un plan sur 10 ans. Ouais. Voilà, donc dans le fond, aujourd'hui on ne constate pas que c'est un de nos top 10 problèmes, le fait qu'il y ait ces différents standards dans la codebase. À partir du moment où on a réussi à avoir une source de vérité dans la documentation qui dit c'est ça le standard du moment, et créer ce réflexe auprès des gens d'aller le consulter ou communiquer quand il a changé, le fait que certaines parties soient plus vieilles, c'est pas très grave. Aussi parce que la cadence d'évolution de ces standards, c'est quand même tassé, hein. Ça a beaucoup évolué les 3-4 premières années, ça s'est quand même tassé. Et plus ça va, moins on en a de ce code des 4 premières années, parce que c'est des features que les équipes viennent reprendre. Et quand elles le reprennent au bout de 4 ans, notre compréhension du besoin client a beaucoup évolué. Et souvent, on repart sur une implémentation quasiment from scratch. On garde peut-être que la partie donnée dans la base de données, mais tout le reste, on le recrée et on migre les clients vers le nouveau système et on jette l'ancien. Ok. Pour rester un peu sur le sujet d'IA, est-ce que tu constates, toi, c'est quoi tes constats, toi, sur la qualité du code qui est généré ? Est-ce que tu sais quelle est la proportion du code qui est shippé, qui est issu de ces outils-là ?
C'est quoi ta tech là-dessus? J'ai un point de vue hyper biaisé sur le sujet parce que comme je ne fais pas de développement produit, je ne fais pas d'endpoint de contrôleur, de nouveaux modèles, en fait, je ne fais pas vraiment de CRUD au quotidien. Et là, je veux tout à fait bien entendre que ça apporte de la valeur. C'est un peu le next generation scaffold du MVC. Moi, je suis beaucoup plus sur les modifications spécifiques de librairies qu'on utilise ou même de Rails, d'optimisation de requêtes SQL, de paramètres Postgre, etc., sur lesquels c'est, à mon sens, très spécifique et peu réplicable. Donc le LLM, moi, m'apporte personnellement moins de valeur. Ça m'est arrivé, cela dit, quand j'ai fait des scripts qui viennent appeler des API Amazon, quand on écrit les tests, il faut mettre tous les mocks de réponse et de type, etc., où il faut se palucher la documentation ou alors faire tourner le code en local 50 fois pour bien comprendre toutes les structures de données nested. Le LLM apporte de la valeur parce qu'il nous sort l'output direct. Une fois de temps en temps, l'output est complètement halluciné, ça ne correspond pas du tout à la vraie structure, donc un peu perdu. Mais une fois de temps en temps, on est quand même content d'avoir gagné 1 heure sur le sujet. Et le gain sur ton équipe, tu estimes aujourd'hui que c'est indispensable qu'ils utilisent Cursor ou au final c'est bien pour certains mais pas pour tout le monde? Plutôt la deuxième option. Okay. Je pense que j'ai des gens qui sont satisfaits de leur productivité sur la partie écrire du code. Et en fait, c'est pas ça qui est le plus time consuming dans le développement au quotidien. C'est vraiment la phase de conception, la phase de compréhension du besoin produit. Et donc, écrire du code 2 fois plus vite, en fait, si écrire du code, c'est que 15% de la quantité de travail, on gagne 7% de productivité. C'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Donc il y a des gens, et puis on a aussi une hétérogénéité de savoir-faire dans l'utilisation de l'IA, des gens qui sont très à l'aise, des gens qui savent travailler de manière asynchrone, ils promptent, ils donnent le contexte, ils vont prendre leur café, ou ils vont prompter autre chose dans un autre contexte, dans une autre instance, et des gens qui sont très linéaires dans la manière de fonctionner, souvent un peu les vieux de la vieille, dont je commence doucement à faire partie, et du coup qui sont contents, ils se mettent dans leurs tâches, on fait le machin, on fait tourner les tests, on itère. Et le LLM, comme il faut attendre 45 secondes, en fait, c'est pas la bonne vitesse d'itération. On se déconcentre, on va lire le journal, et après, on revient 45 minutes plus tard en se disant « Ah, c'est bon, il a fini. Ouais. » Voilà. Et vis-à-vis des personnes les plus juniors de l'équipe, est-ce que tu penses que ces gens-là ne devraient pas utiliser le LLM ou est-ce qu'au contraire, c'est un bon outil de progression? Moi, je pense que c'est un bon outil pour apprendre. C'est un bon outil. Il y en a plein qui viennent poser des questions dans ChatGPT. Alors, il fut un temps, et peut-être encore aujourd'hui, ça me fait parfois un peu grincer les dents, parce que si ChatGPT dit la bonne réponse 9 fois sur 10, il y a quand même 1 fois sur 10 ils apprennent des âneries. Il faut toujours challenger ce qu'on lit. Mais je trouve que ça permet de progresser quand même tout seul pour poser une question. Comment tu ferais un algo qui fait ci? Fais-moi une code review sur ça. Présente-moi tel concept. C'est quoi les ressources qu'il faut aller consulter? Je pense que pour un junior, c'est plutôt un net avantage pour apprendre, pas forcément pour produire. C'est pas le code du LLM qui va se retrouver dans le commit au final, mais pour avoir un premier jet qui permet quand même de cerner à peu près le problème. Okay. 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, c'est jamais parfait. Mais... Ouais. Pour terminer, je sais pas trop comment formuler ma question, mais en fait, de ce que je comprends, de ce que tu racontes, tu as une partie de ton équipe qui va par moment définir des nouveaux standards. Tu sembles avoir une équipe qui est quand même assez conséquente, hein, de plus de 200 devs, ça commence à être pas mal, qui globalement respecte quand même plutôt bien les standards, travaille de manière propre. Donc la première partie de ma question, ce serait comment tu fais pour... parce que tu nous disais que la responsabilité, elle est partagée auprès de tout le monde. Comment tu fais pour que cette responsabilité, elle soit vraiment partagée et pas diluée, et que du coup, au final, plus personne s'en occupe. Et tu nous parles aussi on explore, on teste, et puis quand c'est un peu sec, on commence à cleaner et à refactorer. Comment tu fais pour t'assurer que ton équipe, elle continue à avoir du temps pour cleaner derrière, mais qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui vient constamment leur dire maintenant, il faut shipper ça, tu vois, pour garder ce temps pour remettre au propre. Ce que tu nous décris, moi, ça me semble presque un monde rêvé. En fait, on dit c'est top, mais donc comment tu fais pour maintenir tout ça? Alors, sur la première partie de ta question, sur le côté de la responsabilité, elle est partagée, mais elle est sur les standards de code de la stratégie de test. En fait, il n'y a pas 100 personnes dans la fellowship. Il y en a une poignée.
on a un sujet en ce moment typiquement on constate que ce serait bien que dans chaque fellowship, il y ait un chef, un leader, qui prenne la responsabilité de trancher et qui sorte une roadmap, etc. Parce que parfois, quand c'est trop, même au sein de 5 personnes, s'il n'y a pas une personne qui est affichée comme responsable, parfois, pendant 2 mois, il ne se passe rien. Et on se dit qu'on passe peut-être à côté de quelque chose. Donc, c'est ouvert à chacun, jusqu'à une certaine taille, de rejoindre ce genre de fellowship. Il y en a moult. Mais c'est justement, on veut pas qu'il y ait 15 personnes parce qu'on sait que les réunions à 15, on ne produit rien. Si on descend en dessous de 2-3 personnes, on va faire des appels à candidats, voilà. Mais, et puis il y a des gens qui font pendant 1 an la fellowship testing, après 1 an après, pendant 1 an, ils font la fellowship base de données. Hein. Donc c'est aussi l'opportunité d'apprendre. Mais ce que je recommande aux nouveaux qui rejoignent Penny Lane, c'est pendant les 6-12 premiers mois au moins, se concentrer sur le scope de son équipe pour maîtriser le périmètre produit, maîtriser la manière, les standards actuels tels qu'ils sont, avant même de commencer à penser à contribuer aux standards. On a des gens incroyables qui, au bout de 3 mois, font des contributions incroyables aux standards, mais c'est l'exception. Il y en a beaucoup, il leur faut 6-12 mois pour rentrer dans le périmètre produit et tout le tralala, avant de commencer à prendre des responsabilités ailleurs. Donc jusqu'à présent, on arrive à avoir sur nos sujets importants une poignée de personnes qui vient définir ces règles et faire avancer le standard. Okay. Mais vous n'avez pas encore des personnes dont c'est spécifiquement le rôle et qui sont objectivées dessus et compagnie. C'est vraiment un truc que chacun porte de son propre chef. Tout à fait. Après, sur notre population, on a 2 staff engineers aujourd'hui. Ils sont chacun dans une demi-douzaine de fellowships. Forcément. Voilà. Et donc pour revenir sur ta deuxième question, j'ai déjà oublié. Qui était comment tu fais pour t'assurer que tu as bien le temps qu'il faut pour remettre au propre derrière? Alors je dirais plusieurs choses. Je pense qu'il y a une culture produit forte de comprendre ces enjeux. On met beaucoup en avant dans nos objectifs côté tech et produit le fait de fournir un logiciel de qualité pour nos clients. Quand on a 500 000 clients, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et du coup, le fait de passer du temps sur des éléments d'aide technique, c'est une composante de la qualité. La qualité, c'est pas juste réparer le bug quand il arrive, c'est aussi éviter que les nouveaux bugs arrivent et tout ça. Donc on a même un arrangement fort, c'est-à-dire qu'au sein d'une équipe, si on définit un objectif de backlog de bugs, et quand le backlog actuel est au-dessus de l'objectif, l'équipe redirige plus de ressources vers la résolution des bugs. D'accord. Et du coup, mécaniquement, le product manager va voir sa vélocité se réduire s'il a trop de bugs dans son backlog, donc il a un incentive à investir en continu de la bande passante pour qu'il n'y ait pas trop de bugs, pour qu'il puisse shipper de manière prévisible des nouvelles features. Donc, en plus de ce système d'incentive un peu bête et méchant, il y a quand même un alignement de culture. On travaille ensemble sur ces problèmes de qualité. On voit aussi que les clients, ils nous mettent un score, un NPS pourri si on a des problèmes de qualité. Du coup, les product managers veulent que les clients soient satisfaits, donc ils investissent dans la qualité via ce moyen. Je pense qu'il y a aussi une question de bon goût. Finalement, quand on est dev et qu'on bosse sur un système où il y a beaucoup de dettes techniques, on n'avance pas. À chaque fois qu'on ship quelque chose, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est hyper désagréable. Donc, au contraire, c'est presque les premiers à dire là, on a shippé un premier truc. Est-ce qu'on peut passer 2 semaines à se poser, à regarder où est-ce qu'il faut qu'on investisse un peu de temps pour remettre les choses au propre. Ok. Donc, ça veut dire que ton équipe produit, j'imagine que vous avez aussi un ou une CPO. On a un CPO, oui. Lui, son objectif, c'est pas de shipper de la feature, c'est de produire de la qualité au final. L'objectif, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits. Ouais. Donc, ils sont satisfaits parfois avec des nouvelles fonctionnalités, parfois avec de la stabilité. Mais autant quand on était, il y a 6 ans, nouveau sur le marché, et nos clientèles, c'était des early adopters, ils pouvaient tolérer que les choses ne fonctionnent pas. Ils savent qu'ils travaillent avec une start-up, et ça fait partie du jeu. Maintenant, quand on travaille avec des grosses boîtes, des gros cabinets comptables, eux, ça les amuse pas du tout. Ouais. Quand on a un downtime, un bug, un problème, donc le curseur s'est déplacé. Pas tout à fait de l'autre côté, on est toujours attaché à avoir de la vélocité, mais quand même plus de l'autre côté. Ouais. Question anecdotique qui n'est pas forcément dans le sujet, parce qu'effectivement, vous avez ces power users qui sont des experts comptables, qui ont quand même ces périodes de clôture un peu précises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même certains trucs que vous essayez de ne pas shipper pendant ces périodes-là, aux alentours de décembre, janvier, février, et puis mai, juin, juillet,
pour essayer de minimiser les risques pour ces gens-là qui utilisent, j'imagine, massivement votre outil à ce moment-là? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités aussi qui ne sont utilisées que pendant cette période fiscale qui est de janvier à fin mai. Et donc, si on est en train de travailler sur quelque chose en janvier, soit on le ship en janvier, soit il faut attendre 12 mois pour avoir du signal. Donc en fait, parfois, on a quand même envie de shipper. On sait que ça va être un peu hasardeux. Il faut être hyper réactif sur le pont pour répondre aux clients qui ont un problème. Les bons systèmes d'observabilité et de monitoring. Mais parfois, on ne peut juste pas se permettre d'attendre 12 mois pour avoir du retour client. Mais il y a des moments où on fait plus attention. Rien que tous les mois, au moment des échéances de TVA, on évite de toucher au système de TVA, etc. Parce que c'est là où il va y avoir un gros volume. Et donc, on peut vite perdre des copains et perdre des clients. Et lors de quelques événements, typiquement, il va y avoir la semaine prochaine le congrès national de l'ordre des experts comptables. On a un stand pendant 2 jours et on s'affiche comme un acteur innovant de la profession comptable. On évite que le site il soit down pendant ce moment-là. Donc, les modifications, les changements de version de Rails, les upgrades de base de données, etc., on décale. Absolument. Ok. Top. Merci beaucoup, Quentin, pour cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu voudrais partager avec l'ensemble des auditeuristes? Oui. La documentation Postgre. Ok. Pourquoi spécifiquement pas la doc de Postgre? Tu trouves qu'elle n'est pas suffisamment maîtrisée? Je trouve que elle est très très riche. Je ne sais pas, elle fait à mon avis des centaines ou des milliers de pages. Donc c'est difficile de la lire comme un roman le soir, même si ça peut aider pour s'endormir. Mais je trouve que c'est une techno de dingo. Nous, on a construit notre boîte dessus. On a encore 100%, grosso modo 100% de nos données et 100% de nos 500 000 boîtes qui sont dans une seule base de données Postgre dans le cloud. Et avant de se poser les questions, il faut que je shard, il faut que je fasse du MongoDB distribué, tout le tralala. En fait, les gars et les femmes, utilisez Postgre. Et après, plus ça va, plus il faut lire la doc, mettre les index. Il y a tel problème, il faut que j'organise ma donnée différemment, etc. Mais ça vous mène quand même relativement loin. Une boîte avec 500 000 clients, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai reçu quelques experts, notamment une grande experte de Postgre, Laetitia Avro, qui est venue sur ce podcast. Et effectivement, c'est un outil qui a une capacité de résistance. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver au bout, soit il faut faire les choses très mal, et du coup, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Soit c'est que tu es à un niveau, tu fais partie des GAFAM, et où là, tu as besoin effectivement d'aller taper ailleurs, quoi. Oui, nous, on en est à un stade où on commence à avoir pas mal d'expertise acquise en interne sur cette techno, mais on n'a pas vu le bout, et on a encore plein de leviers pour continuer à avoir un logiciel de bonne performance at scale. Donc je trouve que c'est la techno qui vous élimine déjà 50% ou 80% des problèmes au début de la boîte, quoi. Clairement. Ouais. Top. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Plutôt espace. Plutôt espace, très bien. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, comme quoi on n'a pas toujours besoin de suivre les tendances et de faire du microservice dans tous les sens. Le monolithe a aussi de grands avantages et de beaux jours devant lui. Donc j'espère que ça vous a décomplexé si vous êtes sur un monolithe. Si vous êtes sur un monolithe un peu plus difficile, où ça ne se passe pas toujours très bien, j'espère que les conseils de Quentin vous aideront à voir la lumière au bout du tunnel, et que c'est possible d'y arriver, et que ce n'est pas parce que c'est un monolithe que les choses ne fonctionnent pas. En tout cas, moi je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller checker dans les liens en description de le Tipeee si vous voulez contribuer à ce podcast et l'aider à grandir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.